Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo de notre chapitre sur les pathologies dermatologiques chez les personnes porteuses de trisomie 21. Je suis Hervé Valty, pédiatre à l'Institut Jérôme Lejeune. Nous allons parler ici des pathologies dermatologiques peu fréquentes, voire rares, apparaissant plus fréquemment associées à la trisomie 21 qu'à la population générale. Pour la facilité de la lecture, nous avons divisé ce module en 2 parties. Et dans cette première partie, nous parlerons des pathologies inflammatoires du derme et des annexes, des troubles de la kératinisation et des pathologies papulosquameuses, et enfin des pathologies cutanées, infectieuses et parasitaires. Parlons d'abord de l'hydrosadénite suppurée, appelée aussi en France maladie de Verneuil. C'est une maladie folliculaire inflammatoire chronique, récurrente, qui évolue par poussées douloureuses, le plus souvent suppuratives et plus ou moins espacées ou sur un fond continu. Sa prévalence dans la trisomie 21 est 10 fois plus élevée que dans la population générale. La vigilance est donc de mise et toute lésion nodulaire ou kystique, ainsi que tout abcès situé dans les régions axillaires, inguinales, périnéales ou mammaires, doit faire évoquer le diagnostic d'hydrosadénite suppurée. Cliniquement, dans la trisomie 21, on peut retenir que l'âge de survenue moyen est à 14 ans, et donc plus précoce que dans la population générale. Retenons également que les formes sévères pourraient être moins fréquentes et qu'une folliculite disséminée et récurrente, concentrée sur les cuisses et les fesses, est souvent associée et précède une hydrosadénite suppurée. On retiendra surtout que c'est une maladie débilitante, dont les conséquences sur la santé physique et mentale et sur la qualité de vie des personnes porteuses de trisomie 21 sont majeures. Sa prise en charge est, comme dans la population générale, difficile et elle doit être confiée à des équipes multidisciplinaires spécialisées avec l'utilisation de plus en plus fréquente de thérapies biologiques, anti-TNF, anti-interleukine ou anti-JAK1, dont le bénéfice-risque doit cependant encore être étudié dans cette population. Nous aborderons maintenant les troubles de la kératinisation et les pathologies papulosquameuses, et commençons par l'ichthyose vulgaire, qui est la plus fréquente et la moins sévère des formes héréditaires et non syndromiques d'ichthyose. Son diagnostic est clinique, avec un aspect squameux, hyperkératosique et rugueux de la peau sur les surfaces d'extension des membres et notamment des membres inférieurs, avec des lésions qui ont tendance à s'aggraver pendant l'hiver et à s'améliorer pendant l'été et sous les climats humides. Souvent associée à des lésions de xérose, de kératose pilaire et à une hyperlinéarité palmoplantaire, elle pourrait être plus fréquente et survenir plus tardivement, au-delà de 5 ans, dans la trisomie 21 que dans la population générale. Sa prise en charge consiste à l'utilisation d'émollients, au minimum 2 fois par jour, idéalement après le bain, et en cas de squame ou d'une hyperkératose épaisse, d'agents kératolytiques ou de rétinoïdes topiques, en respectant les contre-indications, et notamment celle qui interdit l'acide salicylique avant l'âge de 2 ans. Parlons maintenant du psoriasis, une maladie inflammatoire chronique de la peau qui évolue par poussée et se manifeste à tous les âges de la vie, avec dans un tiers des cas un début dans l'enfance. Les études les plus récentes rapportent une prévalence plus élevée de psoriasis dans la trisomie 21 que dans la population générale, avec une importante répercussion sur la qualité de vie de la très grande majorité des patients. La forme clinique prépondérante est, comme dans la population générale, un psoriasis en plaques bien délimité et symétrique qui siège le plus souvent au niveau des zones d'extension des genoux, des coudes, de la région lombosacrée et du cuir chevelu. En termes d'étiologie, le psoriasis dans la trisomie 21 pourrait être plus dépendant de la voie de l'interféron que de celle des cytokines et l'association avec une arthrite psoriasique, une hydrosadénite suppurée, une alopécie areata, un surpoids ou une obésité a également été rapportée. Enfin, la prise en charge du psoriasis dans la trisomie 21 est semblable à celle de la population générale. Et les données les plus récentes
mettent en évidence, dans les formes modérées à sévères, la plus grande efficacité des anti-interleukines 12, 23 et 17 par rapport aux anti-TNF et le rôle émergent du tofacitinib, un anti-JAK3. Le bénéfice-risque de ces biothérapies est cependant encore un sujet de recherche. Quant au lichen nitidus, c'est une maladie cutanée inflammatoire chronique bénigne rare. Plus fréquent chez l'enfant et le jeune adulte, sa prévalence est à l'heure actuelle encore inconnue. Il se présente en petits regroupements de nombreuses papules brillantes de la taille d'une tête d'épingle sur la poitrine, l'abdomen, les organes génitaux et les membres supérieurs. Il est généralement asymptomatique, mais peut parfois s'accompagner d'un prurite modéré. Bien que rare, la variante généralisée de lichen nitidus représente la quasi-totalité des cas associés à la trisomie 21 décrits. Tous les patients sont d'âge pédiatrique et le visage n'est pas épargné. Enfin, il ne nécessite aucune prise en charge active, hormis les formes généralisées et prurigineuses qui doivent être référées en dermatologie. Pour terminer, nous parlerons de la gale hyperkératosique, qui est une forme rare mais sévère de gale, caractérisée par une infestation parasitaire massive de la peau par le Sarcopte scabei et le développement de lésions étendues. Elle se présente sous la forme de plaques hyperkératosiques avec une peau épaissie, parfois fissurée, avec des squames grises ou jaunâtres. Communément observée sur la plante des pieds, la paume des mains, les oreilles et les surfaces d'extension des coudes, elle est classiquement peu prurigineuse. L'association avec la trisomie 21 est robuste et repose sur la présence d'une dysrégulation immunitaire primaire qui favorise la multiplication parasitaire, la moins grande efficacité du grattage en raison de la déficience intellectuelle et le fréquent mode de vie en institution. Elle touche plus l'enfant que l'adulte, autant les hommes que les femmes, les zones habituellement touchées dans la population générale et s'accompagne d'un prurite. Un traitement complet comporte le traitement de la personne atteinte, le traitement de l'entourage et le traitement de l'environnement du patient. Il nécessite, dans 2/3 des cas, une hospitalisation. Pour en savoir plus sur ces pathologies dermatologiques, n'hésitez pas à consulter T21 Learning. Vous y trouverez 5 autres vidéos traitant de ce même sujet, ainsi que leurs fiches techniques. À bientôt!